mesdames et messieurs, il est 20h. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur lemonde.fr ou autre. Il y a eu un meurtre tragique au collège Awan-Henri Becquerel. Nous recevons ce soir le policier qui a inspecté le lieu du crime. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Warren. Pouvez-vous nous présenter les lieux du crime? Alors, hier soir, à 18h, au collège Henri Becquerel, une macabre découverte a été faite. Je vais vous présenter la scène du crime. Je vous laisse avec Audrey et Anna qui vont vous montrer les différents indices trouvés sur les lieux du crime. Quand nous sommes rentrés dans la scène de crime, nous avons vu tout de suite le corps d'Arthur Binet, assis contre le mur, avec dans sa main droite un revolver, et sur sa tempe droite, une blessure, également sur sa bouche. Dans ses poches intérieures, nous avons trouvé une clé USB et un morceau de papier. Puis dans ses poches extérieures, nous avons trouvé une ventoline pour l'as, ainsi que des médicaments. À quelques pas du cadavre, il y avait une vitre cassée avec des bouts de verre à l'extérieur. Il y avait également une empreinte digitale sur la fenêtre, côté de la poignée. Au centre de la salle, il y avait une grande table avec dessus des documents et une sacoche dans laquelle il y avait plusieurs livres avec une grille dessus dessous. En face du corps, toujours sur la table, il y avait une lettre qui renseignait un message d'adieu et un papier taché. Il y avait à côté de la table une chaise renversée avec un mouchoir taché et un cheveu à côté de la main du cadavre. Donc sur la chaise renversée, nous avons pu prélever des cheveux bruns et sur la table une goutte de sang. L'inspecteur Audrey va se rendre dans le bureau de Monsieur Hungues pour l'interroger. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour Monsieur Hungues. Bonjour. Je suis ici pour vous questionner à propos du meurtre d'Arthur Binet qui a eu lieu le mercredi 18 janvier. Bonjour, et je suis prêt à vous écouter. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi vous vous trouviez dans les locaux du collège ce jour-là. Écoutez, je devais repasser au collège dans l'après-midi puisque j'avais un travail à faire pour les enseignants, un travail de répartition de services. Donc effectivement, j'étais en réunion à l'extérieur le matin et je suis revenu vers 18h au bureau. Bien. Expliquez-nous les circonstances de la découverte du corps. Écoutez, quand je suis arrivé donc à l'entrée des bureaux, par où vous êtes passé, j'ai ouvert la porte et là j'ai entendu... j'ai eu l'impression d'un coup de feu, alors je vous avoue que j'ai refermé la porte, je me suis un peu réfugié. J'ai appelé la gendarmerie parce que j'étais inquiet. Et puis n'entendant plus grand-chose, j'ai fini par m'avancer un petit peu dans les bureaux, jusque dans la salle de réunion à côté, où j'ai trouvé malheureusement le corps de Monsieur Binet assis contre le mur avec du sang autour. Ouais. Quelqu'un peut-il soutenir vos propos? Écoutez, malheureusement non, hein. À cette heure-ci, au collège, je suis le seul adulte présent. Donc effectivement, il n'y avait que moi. Je veux rajouter que j'ai cru entendre un bruit à un moment donné dans mon bureau, mais voilà, après je crois qu'il n'y avait rien et les gendarmes sont arrivés très peu de temps après. Et avez-vous remarqué autre chose? Écoutez, non, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bien, alors ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, bonne continuation. Merci. La première hypothèse des policiers était que M. Arthur Binet s'était suicidé. Je laisse donc la parole au policier Audrey qui va nous expliquer pourquoi. En arrivant sur la scène du crime, nous avons d'abord trouvé Arthur Binet, assis contre le mur, tenant dans sa main droite un pistolet. Puis nous avons aussi remarqué sur sa tempe une blessure par balle. Nous avons donc émis l'hypothèse qu'il se soit tiré une balle dans la tête. Y a-t-il d'autres éléments qui appuient cette thèse? Effectivement, nous avons aussi découvert sur la table un message qui ressemblait fortement à une lettre d'adieu. Le voici. Il est écrit dessus « Je quitte ce monde qui ne m'apporte plus rien ». Il était accompagné d'un stylo. On se retrouve maintenant avec le médecin légiste qui va nous déterminer l'heure exacte de la mort. Donc vous avez pratiqué l'autopsie d'Arthur Binet, c'est ça? C'est cela. Et avez-vous trouvé des informations? Oui, avec l'étude de la température du corps, je peux vous dire vers quelle heure est mort Arthur Binet. La température moyenne du corps humain est de 37,2 degrés. À 19h27, la température du corps d'Arthur Binet était de 32,4 degrés. Pour connaître l'heure du décès, il faut utiliser la formule suivante. T est égal au temps écoulé depuis la mort, E est la fonction exponentielle, K est un coefficient qui dépend de la masse du corps, M est la masse. Cette formule semble très compliquée. Comment faites-vous pour la calculer? C'est pour cela que nous rentrons cette formule dans un tableur. Après l'avoir rentrée, nous obtenons la courbe suivante.
Cette courbe correspond à la température. Lorsqu'elle atteint 32,4 degrés, il s'est écoulé 7h45. On en déduit donc que Arthur Binet est mort vers midi moins le quart. Dans quelques instants, nous allons nous rendre dans le labo de Louisa pour vérifier si le stylo retrouvé sur la scène du crime est celui qui a servi à écrire le message d'adieu. Nous avons retrouvé sur la table de la salle de réunion un message qui laisse penser que la personne s'est suicidée et qui intrigue beaucoup les policiers. Ce message est le suivant. Nous avons envoyé le message et le stylo dans un centre spécialisé pour analyser l'encre. Je me rends aujourd'hui dans ce centre où je suis accueillie par une scientifique renommée, Louisa, qui va nous aider à faire cette expérience. Bonjour Clarisse. Bonjour. Je viens vous rendre visite aujourd'hui car c'est vous qui avez analysé l'encre du message et l'encre du stylo qui se trouvait à côté du message. Exact. Alors, j'ai prélevé l'encre du message et l'encre du stylo. On va procéder ensemble à une chromatographie. Avant de commencer cette expérience, il faut vérifier qu'on a tout le matériel nécessaire. Pour cette expérience, il vous faudra un bocal rempli d'eau, l'encre que vous voulez analyser et du papier filtre. Une fois qu'on a tout le matériel nécessaire, on peut commencer. Maintenant, vous allez déposer l'encre du stylo retrouvée sur la scène de crime sur votre papier filtre. De mon côté, j'ai fait la même chose avec l'encre du message. On va tremper le bout du papier filtre dans l'eau. Et il faut attendre maintenant, c'est bien ça? Tout à fait, cela va permettre de voir les différents constituants de l'encre. On peut tout de suite observer que ce ne sont pas les mêmes encres. On voit bien sur l'échantillon du stylo qu'il y a de l'encre violette, contrairement à l'encre du message où il n'y a que de l'encre bleue. Donc le stylo qu'ont retrouvé les policiers près du lot n'a pas servi à écrire le message. Merci beaucoup de nous avoir permis de réaliser cette expérience. De rien. Au revoir. Au revoir. Quelles sont vos conclusions? La chromatographie nous a permis de démontrer que le stylo retrouvé n'avait pas servi à écrire la lettre d'adieu et l'heure à laquelle Arthur Binet serait mort ne correspondait pas à l'heure à laquelle M. Junges aurait entendu le coup de feu. Avez-vous un suspect? En effet, M. Junges devient donc notre premier suspect dans cette affaire. Merci Audrey de nous avoir éclairé à ce sujet. Nous nous rendons maintenant dans le laboratoire de Mathéo. Je me rends dans le laboratoire du médecin légiste Mathéo. Bonjour. Bonjour Clarisse. Nous nous sommes demandé, d'après son interrogatoire, si M. Junges n'avait pas menti sur l'heure à laquelle il avait entendu le coup de feu au collège. Pour cela, nous avons fait appel à un médecin légiste, Mathéo, qui va nous dire si le sang de la blessure de Arthur Binet était bien sec. J'ai analysé le sang retrouvé sur la victime et j'atteste que le sang n'était pas entièrement sec. La blessure était récente et, au vu de la viscosité du sang, elle ne datait pas plus de 45 minutes lorsque je suis arrivé. Donc, M. Junges a bien entendu un coup de feu à 18h. Merci pour cette information. De rien. Nous avons beaucoup de suspects garçons ou filles. Nous voulons savoir si c'est un tueur ou une tueuse qui a tué Arthur Binet. Pour cela, nous avons fait appel à un scientifique pour nous analyser les deux sangs retrouvés sur le lieu du crime. L'un sur la victime, l'autre sur le bord de la table. Le scientifique nous a donné les cariotypes des deux sangs. Bonjour Camille. Nous avons ici deux cariotypes. À gauche, celui de la victime, Arthur Binet, et à droite, celui du sang retrouvé sur le bord de la table, qui appartient probablement à l'assassin. Nous savons que dans les cariotypes, c'est le dernier chromosome qui détermine le sexe de la personne. Nous voyons qu'ils sont différents. XY pour Arthur Binet et 2X sur le sang retrouvé sur le bord de la table. Nous pouvons donc en conclure qu'ils sont de sexes différents, donc que la personne qui a laissé ce sang est une femme. Merci beaucoup, cela va nous permettre d'avancer dans l'enquête. Nous savons à présent que M. Junges n'est plus notre principal suspect. Comment allez-vous faire pour avancer l'enquête à présent? Nous analysons les alibis des enseignants afin de déterminer ceux qui ne sont plus suspects car ils étaient en cours et nous examinons les indices retrouvés sur la scène du crime. Hier, coup de théâtre, dans le CI de Madame H a été retrouvé un chiffon taché. Elle nous dit que c'est de l'encre rouge, mais est-ce que c'est du sang? Allons le vérifier. Bonjour. Bonjour. Alors, un policier a trouvé dans la réserve de CDI un indice, un chiffon sur lequel apparaissait une tache rouge. Comme vous le savez, on va analyser la tache rouge sur le chiffon qui est probablement une tache de sang. Nous allons le vérifier de suite. J'ai à ma disposition de l'eau oxygénée, du sang de porc et une coupelle. On met du sang de porc et on ajoute de l'eau oxygénée.
on en conclut que l'eau oxygénée met en évidence le sang moussant. Donc on a pris un chiffon quelconque qu'on a imbibé de sang et je vais verser de l'eau oxygénée dessus pour voir si ça fait la même réaction. On observe que cela fait la même mousse. Donc maintenant, on a pris le chiffon retrouvé dans le CDI et on verse de l'eau oxygénée dessus pour voir si ça fait la même réaction. Donc on observe que ça ne mousse pas, donc il n'y a pas de sang. Madame H disait vrai. Merci, vous nous avez permis d'avancer dans l'enquête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Audrey, comment allez-vous poursuivre l'enquête? Nous allons à présent analyser tous les indices retrouvés sur la scène de crime. Des poils ont été retrouvés sur la scène du crime. Allons voir Maëlle pour les analyser. Nous nous sommes donc rendus dans un laboratoire pour étudier leur composition avec Maëlle. Bonjour. Bonjour. En effet, le cheveu est composé de 3 parties, le cortex, la médula et la cuticule. Nous allons donc comparer 3 types de poils, celui retrouvé sur la scène du crime, celui d'un animal et celui d'un être humain. Et comment, grâce à ces poils, pouvez-vous savoir si un humain est rentré dans cette pièce? J'y viens. Nous avons donc branché une caméra sur le microscope où nous allons étudier leur composition. Voilà le montage que nous avons réalisé. C'est donc le premier poil, le poil humain, et nous voyons qu'il laisse un petit peu passer la lumière, contrairement aux autres que nous allons étudier plus tard. C'est un poil animal où nous voyons, contrairement à l'autre, qu'il est d'une couleur opaque. Comparons maintenant un poil retrouvé sur la scène du crime. Il laisse passer la lumière. Nous remarquons donc que c'est un poil humain. Très bonne remarque. Nous sommes avec le policier Audrey qui va nous tirer les conclusions de l'étude de Maëlle. Grâce à Maëlle, nous savons maintenant que les cheveux sont humains, bruns, mi-longs, frisés et appartiennent certainement à une femme. Maxwell va se rendre au laboratoire pour analyser les taches retrouvées sur la feuille. Nous avons retrouvé sur les lieux du crime des taches sur les feuilles. Nous avons donc fait appel aux scientifiques pour savoir quelle était la provenance de ces taches. Bonjour. Bonjour. Avant votre arrivée, nous avons mesuré le pH de la solution retrouvée sur le lieu du crime. Nous avons observé que c'était un pH neutre. Donc, alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette expérience? Pour réaliser cette expérience, on a besoin de papier pH et des échantillons de solution de thé noir, de sirop de pêche, de Coca-Cola et du café. Alors, nous allons prendre une goutte de chaque solution et le déposer sur le papier pH. On constate que ces deux couleurs sont les mêmes, donc c'est ce produit-là qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Quel est donc ce produit? C'est du thé noir. D'accord. Merci, vous nous avez permis d'avancer dans l'enquête. Grâce à nos scientifiques, on a prouvé que les taches retrouvées sur la feuille étaient du thé noir. Si je comprends bien, les fichiers retrouvés sur la clé USB étaient sécurisés par un mot de passe. Vous avez tout à fait raison, Cassandra. Mais trouver le code du premier message n'a pas été bien difficile. Nous avons trouvé dans le livret de Sudoku une page qui n'avait pas été remplie alors que toutes les autres l'étaient et 4 cases étaient entourées. Ces 4 cases étaient entourées. En résolvant la grille de Sudoku, nous avons gardé les 4 chiffres dans les cases entourées, puis nous avons essayé les combinaisons possibles pour ouvrir les documents. Et avec ce code, nous avons ouvert le document lettres et le document César. Il me semble qu'il y avait un troisième document sur cette clé USB. Avez-vous réussi à l'ouvrir? Dans la poche de la victime, nous avons trouvé un bout de papier sur lequel était écrit un message que nous avons pu voir grâce à une lampe à UV. Nous voyons donc que sur ce message est écrit « épave ». Que contenaient ces documents? Nous n'avons pas encore trouvé la signification du message César car celui-ci était codé, mais nous savons que dans le document lettres était écrit une lettre des éditions Gallimard à l'intention d'une dame lui informant que ce livre allait être prochainement publié. Nous allons maintenant pouvoir décoder les 3 messages. Qu'avez-vous obtenu quand vous avez décrypté les codes César et Wigner? Donc, dans le message César était écrit « Je sais ce que vous avez fait, vous ne me volerez pas ainsi ». Et dans le message Wigner était écrit « Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 11h40 au CDI, je m'arrange pour trouver une clé ». Merci Audrey de nous avoir informés à ce sujet. De rien Cassandra, à bientôt. Audrey, où sommes-nous à présent? Les traces de thé retrouvées sur la scène de crime nous font penser à un empoisonnement par l'absorption d'un liquide. D'ailleurs, la tache de sang retrouvée sur la bouche de la victime nous intrigue depuis le début car elle ne correspond pas à la blessure causée par le pistolet. Comment espériez-vous vérifier la thèse de l'empoisonnement? Nous allons analyser la blessure à la bouche.
Rejoignons Maxwell. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons retrouvé des traces de sang sur la bouche de la victime. Nous avons fait appel au médecin pour savoir quelles étaient ces traces de sang. Donc sur la victime, on avait un impact de balle au niveau de la tête, mais en fait on a remarqué du sang dans sa bouche, donc on a voulu savoir qu'est-ce que c'était. Donc on a fait une solution avec le sang qu'il y avait dans la bouche, et maintenant Alice va faire un test de pH pour savoir ce que contient le sang. Alors, on va prendre un morceau de papier pH qu'on va couper. On pose les deux morceaux de papier dans une barquette et on pose une goutte dessus. On voit tout de suite que cela correspond au niveau 14, donc à de la soude. Donc on en conclut que c'est de la soude. Et alors, peut-on en trouver facilement dans le commerce de la soude? Oui, on en trouve facilement dans différents magasins de bricolage. D'accord. Quels sont les effets que la soude peut produire sur le corps humain? La soude peut brûler la gorge ou provoquer des irritations, et comme Arthur Benet était asthmatique, ça aurait pu le tuer. Ok, merci. Après avoir analysé tous les indices, nous reste-t-il beaucoup de suspects? Non, nous avons pu éliminer les suspects hommes, les femmes avec les cheveux blonds, raides ou courts, et les professeurs qui avaient cours. Quels sont les suspects restants? Il nous reste Madame B.O., Madame P, Madame H, Madame L et Madame BR. Comment allez-vous faire pour trouver le coupable entre ces 5 suspects? Nous avons comparé leurs empreintes avec celles retrouvées sur la scène de crime. Merci. Nous allons nous retrouver dans le laboratoire avec des scientifiques pour analyser les empreintes. Nous recevons sur place 3 scientifiques qui sont spécialisés dans le domaine des empreintes digitales. Ils vont nous expliquer comment on les distingue. Pour différencier les empreintes, il faut regarder l'aspect général de l'empreinte. Il en existe 3 types. L'empreinte en verticille, l'empreinte en arc ou l'empreinte en boucle. Il faut savoir que l'empreinte en arc est celle la plus rare. Oui, mais certains individus possèdent la même forme d'empreinte. Donc, pour reconnaître un individu, il faut analyser et repérer les caractéristiques, je suppose. On distingue des minuties qui sont des tailles uniques pour chaque empreinte. Donc, on peut même distinguer des jumeaux. Pouvez-vous maintenant analyser les empreintes des 5 individus suspects? Oui. Donc voici l'empreinte retrouvée sur la vitre, et voici l'empreinte de Madame P. On distingue très bien la différence. Ici, on voit les lignes, et sur l'empreinte de Madame P, comme sa peau est très usée, on ne voit quasiment rien. On voit aussi une tache, ici, qui n'apparaît pas sur l'empreinte de référence qui était sur la vitre. Donc Madame P est innocente. Ici, nous avons l'empreinte retrouvée sur la vitre et l'empreinte de Madame BR. Nous remarquons que sur l'empreinte retrouvée sur la vitre, c'est une empreinte en arc, alors que Madame BR, c'est une empreinte en boucle. Madame BR ne fait donc plus partie de notre liste de suspects. De même, l'empreinte de Madame BO est en boucle. Madame BO ne fait donc plus partie de nos suspects. Nous remarquons que l'empreinte de Madame L est également en arc. Nous allons donc regarder les minuties. Nous voyons ici un arrêt de ligne que nous ne retrouvons pas ici. Madame L ne fait donc plus partie de notre liste de suspects. On remarque que les 2 empreintes correspondent et sont en arc. Les cicatrices correspondent. On remarque aussi que les minuties sont placées au même endroit et sont les mêmes. En France, il faut savoir qu'il en faut 12 pour déterminer qu'une empreinte est la bonne. On remarque que cette minutie correspond à celle-ci. Celle-là aussi. Celle-là est un arrêt de ligne et elle correspond à l'autre. Et ici, on a un trait qui est entre 2 lignes. Qui correspond à celui-ci. Nous en concluons que Madame H est notre coupable. Merci de nous avoir permis d'identifier le coupable. De rien. Le meurtrier est identifié à présent. Mais quel est son mobile? Nous pouvons le trouver grâce à la lettre des éditions Gallimard. Arthur Binet a écrit un livre, Madame H le lui a volé et l'a envoyé. Le manuscrit a été accepté au nom de Madame H. Arthur Binet le découvre, veut le récupérer, contacte Madame H grâce à ses messages codés. Celle-ci lui donne rendez-vous au CDI et le tue pour faire disparaître les preuves. Merci Audrey. Rejoignons à présent Clarisse. Maintenant que nous avons tous les éléments, nous allons reconstituer le crime. À 11h40, Madame H et Arthur Binet avaient rendez-vous au CDI. Une fois dans le CDI, Madame H éloigne le manteau d'Arthur Binet pour ne pas qu'il accède à ses médicaments.
Discrètement, Madame H verse de la soude dans la tasse de ténor d'Arthur Binet. Madame H rejoint Arthur Binet et lui apporte son thé. Arthur Binet boit son thé. Comme monsieur Arthur Binet est asthmatique, la soude lui provoque une réaction allergique des voies respiratoires. Arthur Binet tombe par terre. Madame H ne fait rien pour aider Arthur Binet. Quelque temps plus tard, Madame H vérifie le pouls de Arthur Binet pour voir s'il est bien mort. Madame H cache Arthur Binet dans la remise. Elle cache aussi son manteau. Vers 15 h, Madame H sort le corps d'Arthur Binet du CDI. Madame H traîne le corps d'Arthur Binet dans les couloirs. Madame H emmène Arthur Binet par ascenseur. Madame H emmène Arthur Binet au bureau du principal. Madame H entre le corps dans la salle de réunion du principal. Madame H maquille la scène de crime en suicide. Pour faire croire à un suicide, Madame H casse la vitre. Les morceaux de verre sont situés à l'extérieur. Madame H écrit une lettre de suicide. Madame H pose le message sur la table et un faux stylo à l'aide d'un mouchoir pour ne pas laisser d'empreinte. Toujours à l'aide d'un mouchoir, Madame H tire un coup de feu dans la tempe d'Arthur Binet pour faire croire à un suicide. Madame H dispose le pistolet à côté de la main d'Arthur Binet. Il y a quelqu'un? Madame H entend du bruit. Elle se précipite, fait tomber la chaise et s'écorche. Pendant que Monsieur Linguès est dans la salle de réunion, Madame H s'enfuit discrètement en passant par la porte principale. Madame H quitte le bureau de Monsieur Hunges et s'enfuit discrètement dans les couloirs. Madame H quitte le collège. À présent, il ne reste plus qu'à arrêter Madame H. Vers 2h moins le quart, les experts viennent arrêter Madame H dans son CDI. Madame H. Madame H, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez tué Arthur Binet, les mains dans le dos. Vous pouvez prendre un avocat, mais si vous n'en avez pas les moyens, un vous en sera commis d'office. Voici une mystérieuse affaire résolue. Merci aux experts d'Avoine pour leur aide. Cassandra, dans le rôle de la présentatrice. Camille dans le rôle des scientifiques. Louisa dans le rôle de scientifique. Clarisse dans le rôle de journaliste. Mathilde dans le rôle du scientifique. Anna dans le rôle de policier. Maëlle dans le rôle de scientifique et Arthur Binet. Mathéo dans le rôle de médecin. Alice dans le rôle de médecin. Audrey dans le rôle de policière et Madame H dans la reconstitution. Oh